Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre épisode de Satya, le podcast d'Idolem Villeray. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. On a fait une série sur l'Académie des chakras, mais avant ça, on avait commencé une série sur les 8 Ashtanga, les 8 membres du yoga. Puis on s'était laissé avec les niyamas. La prochaine étape aurait été les asanas, mais comme c'est ce qu'on fait ici au studio, puis que le but du podcast, c'est de parler de tout le reste, bien, on saute au pranayama. Donc, c'est le thème de notre podcast aujourd'hui. Puis, je suis vraiment contente de jaser avec toi. Tania, allô? Oui, allô, Émilie. Ça va bien? Allô, tout le monde. Oui, ça va très bien. Très contente. Oui, merci d'être là. Donc, Tania, qui est tout nouvellement prof au studio. Pas tout nouvellement prof, mais tout nouvellement prof avec nous. Je suis vraiment contente qu'on jase ensemble aujourd'hui, mais pour les gens qui te connaissent pas nécessairement encore, est-ce que tu as envie de dire quelques mots sur toi? Oui. De te présenter. Bien sûr. Dans mon parcours de yoga, j'ai commencé il y a quelques années déjà. J'avais fait ma formation à Rishikesh en 2018 et j'avais donné des cours avant la pandémie. Et avec toute la pandémie, j'ai commencé à avoir un intérêt plus pour la pratique de la respiration, le breathwork et tout ça. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à me former plus spécifiquement à la branche du yoga, que c'est le pranayama, qui nous amène à manipuler cette énergie vitale que nous habite. Donc, voilà, c'est ça mon intérêt aujourd'hui pour le pranayama. Tu es la parfaite personne pour jaser avec moi de pranayama. C'est un sujet qui m'intéresse énormément, mais pour lequel je n'ai pas tant de connaissances. Fait que je suis contente qu'on en parle pour les gens, mais aussi pour moi, parce que je sais que je vais apprendre beaucoup de toi. Justement, tu l'as dit un petit peu, pranayama, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que pour nous, d'avoir fait une formation de yoga, on doit parler de pranayama, mais justement, il y avait une personne cette semaine qui me demandait, Tania a commencé à donner un cours qui s'intitule Pranayama et flow matinal. C'est un peu la raison pourquoi on jase ensemble aujourd'hui. Mais il y a une cliente qui me demandait, c'est quoi le nouveau cours que je vois le vendredi matin, Pranayama et flow matinal? Fait que là, je lui explique que première partie, un flow, c'est quand même assez doux le matin pour se réveiller, mais aussi pour se préparer à notre pratique du pranayama. Puis moi, je dis, mais ça consiste en quoi le pranayama? Puis là, j'ai comme un peu catché que, c'est quoi le pranayama, Tania? Dis-nous. Oui, c'est ça. Et pranayama, oui, un mot qui peut sembler différent dans notre vocabulaire, que j'aime quand même garder les mots pour être collés à la tradition yogique du pranayama. Il y a des personnes qui vont appeler ça breathwork et tout, mais moi, j'aime ça garder cet aspect traditionnel. Et c'est quoi le pranayama, en fait? Mais pour parler de pranayama, il faut parler de prana. Le prana, grosso modo, c'est cette énergie vitale qui nous habite, qui nous allume. Et la source principale par laquelle on absorbe ces pranas-là, c'est par l'air. Donc, on peut aussi l'absorber par la peau, avec le soleil, avec la bouffe qu'on mange, tout ce qui est des produits de la terre qui n'ont pas été transformés, surtout s'ils sont bio. Ils ont une grande quantité de prana. Par l'eau des sources. Aussi, quand on arrive dans une forêt, puis que c'est beau, ou quand on est devant la mer, que nos sens se remplissent d'une énergie qu'on ne peut pas la voir, mais on l'aperçoit, c'est ça le prana. Quand on s'infuse de c'est beau, je me sens vivant, c'est ça le prana. J'aime ça que tu aies fait cette image-là, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du souffle, rayon de soleil par la peau, etc. Mais je pense que j'avais jamais eu cette explication-là de quand tu arrives dans un endroit naturel qui est beau, devant une chute, devant la mer, dans une forêt. Il y a quelque chose de vraiment vivant puis essentiel à ces moments-là qui ne se laissent pas décrire, mais qui nous énergisent. Fait que j'aime vraiment, ça fait beaucoup de sens. Ça me parle vraiment ce que tu dis. Oui. Il y a du pranayama dans ces moments-là. Ces pranas-là, ils viennent nous inviter, nous allument, nous fait sentir vivants. Donc, pranayama, ça prend sa racine de prana, que c'est cette énergie vitale, et ayama. Ayama, c'est la racine qui veut dire, en sanskrit, il veut dire amplification. Donc, grosso modo, ce qu'on fait avec les pranayama, c'est de réguler le souffle pour aller amplifier cette énergie vitale
dans notre corps et pour avoir une meilleure santé émotionnelle, physique et juste psychologique. Okay. Oui, exactement. Et quand je parle de prana, c'est sûr que, comme j'ai dit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, on le ressent. Et ça, c'est la sagesse des yogis depuis 5000 ans qui a eu des premières écrits sur le contrôle de la respiration. Ouais. Et les yogis ont eu cette sagesse vraiment, puis cette attention pour regarder les différents corps qui constituent l'être humain. Alors, il y a les corps, que c'est les corps physiques, que c'est notre corps vraiment, c'est qu'on on peut toucher les muscles, les bras, les jambes, tout ça. C'est le Sthula Sharira. Ensuite, il y a les corps subtils qui vont au-delà du physique, fait que c'est notre esprit, c'est tout ce qui est la psyché, l'intellect, les corps énergétiques, vraiment. Et finalement, les corps causal, que c'est le Karana Sharira, que c'est ce qu'on croit que c'est l'âme, l'esprit. C'est que pour ceux qui croient à une transition dans d'autres vies, qu'il va rester au-delà de ce qui est physique et subtil. Donc, les pranas, quand on manipule cette respiration-là, mais on est en train de travailler avec ces corps subtils. Et après, on les ressent dans les corps physiques. Oui. On reviendra sur ce lien-là entre corps subtil et corps physique parce que je pense que c'est vraiment intéressant. Puis comment il y a des... Ça circule, le prana, ça se promène quand on respire. Comment? Dis-moi en plus. C'est ça mes questions aujourd'hui. Je ne rentrerai pas. Moi, je ne parlerai pas beaucoup. Je vais juste poser mes questions à Tania. Mais oui, c'est parfait. Mais encore une fois, dans cette mapping du corps avec les yogis, mais puis c'est un peu la même chose que dans l'acupuncture qu'on a découvert, on a tracé des milliers de canaux énergétiques qui se promènent dans tous les corps et qui permettent que cette énergie fluctue. Je viens de faire un traitement d'acupuncture, alors j'ai mis en pratique tout ça. Et c'est ça. Mais il y a 3 nadis dans la tradition yogique, on appelle ça, ces canaux énergétiques, on les appelle des nadis, puis il y a des centaines. Mais il y en a 3 qui sont les nadis principaux. Donc, c'est les Ida, que c'est un canal qui va du côté gauche, et c'est associé à la lune, au côté plus féminin, à la créativité, à tout qui a plus de douceur, que c'est enveloppant. Et de l'autre côté, il est lié plus aussi, les Ida, il est lié plus au système nerveux parasympathique. De détente. De détente, exact. Les Pingala, que c'est l'autre côté, c'est le feu, c'est de passer à l'action. C'est quand on a besoin d'être focus dans son projet, ce canal-là, il est beaucoup plus actif. Puis, c'est là qui nous donne le pouvoir d'action, de faire les choses, d'aller de l'avant. Et finalement, on a le canal central, que ce canal-là, c'est là qui se loge les différents corps les points énergétiques que c'est les chakras. Donc, on a 7. Fait qu'à travers de ce canal qui est vertical, que c'est le Sushumna Nadi, c'est comme ça qu'on fait circuler. Fait que quand on respire, souvent, si vous avez déjà suivi des cours ou si vous venez à mes cours, vous allez entendre qu'on va faire circuler, mettons, sur le canal central, ou si on veut activer, mettons, un côté qui est plus calme, plus doux, on va aller respirer du côté gauche ou du côté droit pour activer. Puis quand on parle de gauche ou droite, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est toujours, en fait, de trouver cet équilibre entre ces deux canaux-là, parce que parfois, on a besoin d'être dans le système nerveux sympathique, dans le feu de l'action, et donc on fait appel à ça. Mais les dangers, je pense que c'est quand on reste toujours dans
Dans un des deux. Dans une des deux, là, soit énergies. trop amorphe, ou soit trop sur les pitons, comme on dit, tout le temps. Pitons, j'adore. Un bon vieux keb. Oui, c'est ça. J'avais trouvé ça super intéressant quand j'avais appris ça dans ma formation parce que, puis je vous invite à le faire à la maison, de faire pause dans un instant pour juste prendre une seconde puis remarquer si vous respirez plus de la droite ou de la gauche présentement. Parce qu'il y a souvent, puis tu me corrigeras, là, puis tu raffineras sur ce que je veux dire, parce que clairement, ça ne sera pas très précis, mais il y a toujours une narine qui prédomine, puis ça change. Oui. Il y a comme des switches, mais ça indique quand même dans quel état notre système nerveux se trouve. Tu sais, la respiration, on va parler du système nerveux tantôt, j'imagine, mais c'est un bon indicateur de notre système nerveux, mais c'est vrai, ça, que c'est à quel moment que ça switch? Mais en fait, c'est un des cycles vraiment qui est naturel pour tous les corps, là, comme les cycles circadiens et tout. C'est un autre cycle un peu de même genre. Puis oui, c'est environ à chaque 90 minutes que ça change. Quand même. Selon la tradition yogi, ça je ne l'ai pas, parce que je n'ai pas eu l'attention de le confirmer, mais selon certains écrits, on va dire que les deux sont pareils au lever du soleil, quand on se lève le matin, parce que normalement, est-ce que c'est pour là qu'on propose de faire des pratiques? On suivrait normalement les rythmes de la nature, on se réveillerait au lever du soleil, et on se coucherait au coucher de soleil, puis on se reposerait plus l'automne, l'hiver, etc. Mais bon, dans notre mode de vie moderne, on ne fait pas ça. Mais j'ai remarqué, par exemple, que oui, quand je me lève le matin, les deux, ils sont débloqués. Et au courant de la journée, il y en a un qui va se bloquer plus que l'autre. Fait que normalement, quand on se lève, puis quand on devrait se coucher dans notre rythme normal, les deux narines sont débloquées. Et ensuite, c'est des cycles d'environ 90 minutes qui s'alternent. Fait que notre corps, naturellement peut se réguler. Il se régule de cette façon. Est-ce que dans un moment plus stressé, on pourrait être plus dans un côté, rester plus que 90 minutes, ou ça se fait comme toute seule? Ça, je ne sais pas si c'est vraiment comme reflété dans les narines, dans les sinus. Mais ce que je peux dire, c'est que si on est toujours comme stressé, c'est sûr que la respiration, elle va rester beaucoup en surface. Ouais. On va toujours, comme quand on est agité, quand on vient de faire une course ou quoi que ce soit, que c'est vraiment que ça demande vraiment beaucoup, on reste très superficiel. C'est là, en fait, que je pense qu'on va avoir plus cet niveau si on reste constamment dans son état agité. Parlons justement de ces deux états-là, puis de comment le souffle peut, un, nous aider à reconnaître, puis deux, nous aider à réguler. Fait que plus on se ramène un peu plus dans le concret du souffle, dans le corps. Il y a beaucoup de choses à dire juste là. Mais maintenant qu'on commence avec le système nerveux, parce que moi, je dis presque tout le temps dans mes cours, la première chose qu'on fait, c'est qu'on remarque dans quel état on arrive. Puis comment on remarque dans quel état on arrive, c'est qu'on observe la respiration. Moi, le souffle, ça a été ma plus grande révélation avec le yoga. Là. Oui, ça m'a créé beaucoup d'espace dans mon corps, mais la première chose que j'ai dit à mon chum, quand je suis revenue de mon premier cours de yoga, c'est « Oh my God, c'était vraiment dur », parce que c'était du yoga chaud en plus. J'ai toujours très fan de yoga chaud, j'ai toujours que fait du yoga chaud. Mais aussi « Oh my God, je respirais pas ». J'ai appris à respirer avec le yoga. Ça vient entre autres parce qu'on respire par le nez. Right? Il y a tellement de choses à dire, là. Je suis comme, j'ai une question pour toi. OK, donc, parlons de ça. Respirer par le nez. Why? Oui. Et juste avant de parler de respirer par le nez, une petite chose que je veux dire, c'est que, parce que tu as parlé d'attention, puis c'est vraiment l'énergie, elle va se diriger là où on met notre attention. Fait que c'est ça, en fait, qu'on fait avec la respiration. Puis c'est ça qu'on essaie de faire avec les pranayama, de vraiment focusser notre attention dans notre souffle, dans où est-ce qu'on l'envoie. Des fois, on va faire des visualisations pour aller nourrir les canaux centrales ou à faire une ou l'autre. Fait que c'est vraiment cette idée de focusser notre attention à où est-ce qu'on veut y aller. Donc, par le nez. Pourquoi on respire par le nez?
Une de mes 1200 questions. Oui, mais physiologiquement, en fait, puis il y a beaucoup de gens, plus qu'on pense, puis moi, depuis que je donne des ateliers puis des cours de pranayama, je me rends de plus en plus compte que les gens, ils ne savent pas respirer. Ouais. Les gens, ils ne savent pas respirer. Déjà, on respire parfois par la bouche, ou très souvent. Par exemple, les gens qui parlent beaucoup, qui ont une nature plus extrovertie, qui vont parler beaucoup, qui sont comme outgoing, ils vont comme beaucoup parler ça. Les gens qui font des présentations, toujours des conférences, qui sont beaucoup portés vers le public, qui vont rester là. Les athlètes aussi, étant donné que quand on fait des grands efforts, on va aller chercher vraiment notre respiration plus superficielle. Donc, c'est vraiment important. Puis des fois aussi, quand j'ai commencé à donner des cours, c'était comme juste de gonfler le ventre. On en parlera tantôt, mais il y a beaucoup de gens qui sont bloqués. Ça passe pas plus qu'ici. Puis il dit, mais respire dans le ventre, puis on n'y arrive pas. Fait que c'est vraiment notre entraînement, c'est avec la pratique, comme le yoga, comme les asanas, c'est en pratiquant. Donc, pourquoi par le nez? On respire par le nez parce que déjà, quand on respire par les narines, il y a des poils dans notre nez que déjà, ça aide à humidifier l'air qui rentre. Si on se trouve dans des environnements qui sont très, très secs ou juste comme à réguler cette un peu comme un filtre? Oui, il filtre aussi toutes les toxines de l'air, il humidifie, puis il change la température du corps. Surtout nous, quand on vit dans un climat, quand on vit l'hiver. Mais si on respire par le nez, ça change la température de l'air qu'on respire. Fait que c'est pour ça que c'est très important de respirer toujours par le nez. Puis aussi, une autre des choses, c'est qu'on va absorber plus d'oxygène quand on respire par le nez. Pourquoi? Parce qu'il y a environ 15% de plus de résistance naturellement quand on respire par le nez. C'est plus facile de respirer par la bouche. Pourquoi? C'est parce qu'on ouvre, c'est plus grand. C'est rendu bizarre pour moi de respirer par la bouche. Moi aussi, je ne peux pas imaginer comment. Mais mettons, les gens qui respirent par la bouche, mais c'est une entrée d'air beaucoup plus grande, beaucoup plus directe, fait qu'il y a moins de résistance. Mais il y a moins d'absorption aussi? C'est ça, c'est que quand il y a un peu plus de résistance dans toute la mécanique de la respiration, c'est qu'on absorbe mieux l'oxygène. Donc, la respiration, en fait, c'est quoi? Grosso modo, si j'ai archi-simplifié, c'est la respiration, c'est l'échange d'air qui nous permet d'absorber de l'oxygène, puis, entre autres, de laisser sortir l'excès de CO2, de dioxyde de carbone. Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, et pourquoi on a besoin de cet oxygène-là? C'est parce que les cellules s'alimentent de ça. Donc, pour ça que dans le concret, les pranas, en fait, oui, il y avait toute cette image-là d'énergie et tout, puis on peut parler au niveau énergétique du prana, mais quand on va dans le concret, à la base, on absorbe de l'oxygène qui est absorbé par nos cellules, puis qui il va être transformé en énergie. C'est là le lien entre le corps subtil et le corps physique. Exactement. Fait que les yogis, ils ont eu cette attention depuis des milliers d'années de regarder tout ça, de les documenter surtout et de les transmettre. Parce que ça, c'est des pratiques qui viennent depuis très, très, très longtemps. Et c'est plus récemment dans le monde scientifique. Ça a été confirmé. Oui, c'est ça. Après la guerre civile, en fait, aux États-Unis qui ont commencé à avoir des études sur les gens qui avaient été, les soldats qui ont été dans la guerre et tout, qui ont commencé à faire, parce qu'il y avait beaucoup de traumas, puis ils ont commencé à remarquer des patterns dans la respiration, fait qu'il y a des scientifiques qui ont commencé à s'intéresser dans le monde occidental, puis dans le monde moderne, à la respiration et la relation avec le système nerveux. Et avec la digestion, et avec toutes les choses qu'on commence, je pense que c'est encore infini, tout ce qu'on ne connaît pas. Oui. Donc, pour qu'on respire par le nez, c'est vraiment pour ça. Donc, puis ça a un impact aussi, justement, sur le système nerveux. Oui.
Fait qu'au-delà de meilleur degré d'absorption de l'oxygène, oui, donc de vivre, si on résume encore plus ce que tu as dit, mais c'est aussi au niveau du système nerveux. Quand on respire par le nez, puis encore une fois, tu me corriges, on respire beaucoup plus lentement, il y a plus de contrôle, plus de calme qui s'installe aussi, versus quand on respire par la bouche, c'est beaucoup plus une agitation, là. C'est un état de stress. Puis après, il y a aussi où on respire dans le corps, puis ça, on peut embarquer après, mais right, oui. Je me trompe pas? Non, en effet, puis il y a une... récemment, je lisais un livre de Jesse Coomer, puis j'aime beaucoup sa notion. Il parle de la respiration comme un langage, comme un langage qui nous sert à parler à notre système nerveux, à notre subconscient, puis à notre esprit. Fait que c'est vraiment ce lien-là entre la respiration. C'est sûr que quand on veut activer un peu plus notre système nerveux parasympathique, que c'est cet état de plus de calme, de créativité, de réconfort, mais on va aller allonger nos respirations, on va les faire plus profondes, versus quand on a besoin d'agir, on a besoin d'être plus dans les fight or flight. Oui. Vraiment, là. Fait que donc là, ça va venir activer une autre partie de notre système nerveux. Et en alternance. Puis l'alternance, elle est importante aussi, ce que je t'ai coupé, mais on a tendance un peu, je pense que c'est peut-être une tendance des yogis de comme, vraiment vouloir s'installer dans le parasympathique. Je pense que c'est important parce qu'on a un mode de vie qui est très, très stimulé, très stimulant, très actif, go, productivité. Mais les deux, d'être capable de passer de l'un à l'autre, c'est, à mon sens, ce qui est important. C'est le passage d'un à l'autre, d'être capable de moduler puis de réguler notre système nerveux qui est important, beaucoup plus que de tout le temps vouloir revenir dans le parasympathique. Après, plus souvent, on a besoin de revenir dans le parasympathique parce qu'on a un mode de vie très, très actif, très intense, mais c'est d'être capable de passer de l'un à l'autre qui est important, qui fait en sorte qu'on a une bonne... j'ai envie de dire santé, mais c'est pas nécessairement le mot que je cherche, là, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Oui. Mais en fait, tu as dit les mots-clés que c'est réguler. Oui. C'est vraiment dans les yogas, on a cette notion d'équilibre, d'équanimité. Puis pour moi, c'est ça, en fait. C'est pas d'être dans une ou dans l'autre tout le temps. C'est vraiment, les deux nous sont très subtils. Ouais. C'est vraiment de savoir quand est-ce que c'est nécessaire d'être dans un état ou dans l'autre. Et aussi par rapport au rythme de la respiration et tout ça, on respire environ entre 12 et 20 respirations par minute. Et je ne vais pas dire l'objectif, mais une des choses qu'on atteint avec les pranayamas, c'est d'arriver à avoir des respirations qui sont plus lentes, plus profondes, et on peut faire des respirations de 10 respirations par minute. Fait que quand on respire dans les cours, puis vraiment quand on fait des asanas, puis qu'on synchronise notre respiration, on ne respire pas comme on respire dans la vie de tous les jours, sinon ça serait trop vite notre flow. On va vraiment comme on inspire pour 5-6 secondes, on expire pour 5-6 secondes, on prend le temps d'observer, de mettre l'attention dans les mouvements, dans la respiration, puis encore une fois, où l'attention va, où on pose l'attention, c'est que l'énergie va. Donc, puis non, on ne peut pas vivre de façon... On peut pas passer 24 heures à faire des respirations lentes et profondes. Mais plus on les pratique, plus ça devient un réflexe automatique qu'après, moi, c'est devenu que vraiment comme... mettons, quand je prends la route, j'ai fait beaucoup de routes pour mon travail, donc... quand je suis sur la route, je me rends compte que maintenant, de façon automatique, quand je suis dans une situation de stress, dans le trafic, automatiquement, je commence à respirer plus lentement. Puis je respire. C'est vraiment, pour moi, c'est devenu un réflexe automatique. Puis ça change tellement quand quelqu'un te dit quelque chose que tu n'aimes pas beaucoup, tu vas comme, à place de réagir, tu vas juste comme, ça devient comme un réflexe. Moi, ça me parle plus parce que la voiture, de respirer. Je suis tellement stressée, je déteste conduire. C'est vraiment comme une des rares choses qui me cause de l'anxiété. Là.
juste le fait de penser à conduire, je le sens là, que je me sens pas bien, tu sais. Fait que quand je conduis, je respire pas. Genre, je respire presque pas ou vraiment, là, c'est... Puis je m'en suis vraiment rendu compte, là, comme je faisais de la route, il n'y avait pas de trafic, tu sais, ça allait bien, mais j'aime tellement pas ça, je suis tellement pas confortable que je sentais là, le souffle bloqué. Oui. Alors que, c'est ça, quand je parle à quelqu'un puis qu'il y a quelque chose qui me rejoint vraiment pas ou que je sens que j'ai besoin de faire une coupure ou juste que, OK, il faut que je respire, mais comme je le sens que ça se fait tout seul, puis des fois, c'est tellement intéressant, des fois, je me rends compte que ça m'a affectée parce que ma respiration change. Quand genre, je parle avec quelqu'un, puis à un moment donné, je finis par faire des... Puis j'en fais 2, 3 de suite, des grandes respirations. Puis je suis comme, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est pas une bonne énergie. Mon corps essaie de se réguler. Oui. Toute seule. Exactement. C'est quand même impressionnant. Oui. Puis là, tu as conscience de ton corps, tu as conscience de ton énergie et tout ça, mais imagine... Comme tu dis, c'est un langage, ça nous informe. Oui. Quand on observe les bébés, mettons, les bébés, là, c'est comme les masters respirateurs de la respiration. Quand tu observes les bébés, là, ils sont tellement calmes, ils respirent par leur ventre. Puis, plus qu'ils commencent à grandir, les enfants, mettons, quand ils sont tout bébés, ils ont cette respiration qui est vraiment dans le ventre. Puis, quand ils commencent à bouger, ils vont commencer à engager plus leur cage thoracique jusqu'à temps quand ils commencent à marcher, à courir. C'est là qu'ils engagent la partie la plus haute de nos poumons. Fait que c'est vraiment l'observation. L'observation de juste comme... Puis, on désapprend, en fait. C'est que... Ouais. C'est comme un désapprend. apprentissage inné, puis avec les modes de vie qu'on a, I guess, on désapprend. Donc, justement, on parlait de cet apprentissage. Bien, en fait, c'est un apprentissage, c'est inné, là, comment les bébés respirent, puis on désapprend un peu cette manière plus intuitive de respirer. Mais c'est quoi la différence entre respirer par le ventre, respirer par la cage thoracique, respirer plus haut dans les poumons? Qu'est-ce que ça a comme impact, justement? Oui, en fait... souvent, on va entendre parler dans les cours, on va dire comme, OK, on va faire comme une vague ou une respiration en 3 parties. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, de façon concrète, puis pourquoi c'est important? En fait, en m'intéressant, puis je suis un peu un nerd, fait que quand je m'intéresse à une chose, je suis un peu obsédée. Mais c'est le moment de tout déballer ton sac. Donc, c'est que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai appris à respirer de même et tout, puis je les pratique, mais je me dis, mais pourquoi? Donc, les poumons, déjà, imaginons que les poumons, souvent la respiration, on va penser que c'est un mouvement vertical qui va de haut en bas, d'en bas en haut, puis que ça se passe comme ça. Mais non, la respiration, c'est un mouvement à 360 degrés. Les poumons, c'est comme des ballons qui à chaque inspiration, ils s'enflent, puis ils se dégonflent, comme ça. Alors, les poumons, ils ne sont pas miroirs un de l'autre. Il y en a, les poumons droits, il est plus grand que les poumons gauche parce que les poumons gauche, il fait la place au cœur. Et dans les poumons, il y a comme 3 parties. Ils ne sont pas segmentés comme ça, mais il y a comme une dégradation que c'est au niveau des alvéoles. C'est que en haut des poumons, plus vers la tête des poumons, tout ce qui est vraiment le haut de la poitrine, on va dire, quand on a une respiration plus superficielle, c'est que les alvéoles qui se trouvent à ce niveau des poumons, ils sont plus grands et donc ils sont moins efficaces pour l'échange d'air. OK. Au niveau plus au milieu, dans la partie au milieu, et les alvéoles sont un peu plus petits et ils sont plus efficaces dans l'échange d'air. Et ce qui est la partie la plus basse, les alvéoles sont beaucoup plus petits, donc il y en a beaucoup plus. OK. C'est ça, ils occupent plus d'espace et ils sont beaucoup plus efficaces. Fait que c'est comme si quand l'air rentre, il y en a plein, puis ils vont aller, c'est comme on a plus des gens qui ont des alvéoles qui vont aller absorber. Une grosse trappe, c'est plein de petites... Exact. Okay. Fait que c'est pour ça, en fait, que plus on parlait de la respiration comme un langage, c'est pour ça que quand on va respirer puis qu'on dit respire par le ventre, on dit souvent cette image-là, mais ça veut dire d'envoyer l'air dans la partie plus basse de nos poumons.
Donc ça va envoyer un signal au système nerveux de calme, de réconfort. Donc, quand on parle d'une respiration en 3 parties, on commence par, on inspire, on gonfle le ventre, après, on continue l'inspiration, la cage thoracique, les côtes, ils s'expandent. Puis après, la dernière partie, qui c'est beaucoup plus subtil, les mouvements, on va les sentir plus quand on est couché dans l'arrière du dos, les sternums qui se soulèvent un petit peu. Et quand on expire, c'est les mouvements à l'envers. On expire, ça descend les sternums, les côtes se contractent et les ventres se dégonflent. C'est ça la vague, en fait, de la respiration. Et c'est ça les 3 parties. Et c'est pour ça qu'il y a une explication quand même scientifique à pourquoi tout ça s'engage. Puis là, on ne va pas rentrer dans le système nerveux, mais tout ça, c'est vraiment comme lié aussi au nerf vagal. Comment le nerf vagal est comme... c'est ma nouvelle obsession. Lié. J'ai commencé à lire là-dessus, c'est infini. Oui. Fait qu'on ne va pas rentrer là. Non, j'aurais pas de toute façon les compétences pour en parler, mais... Mais juste pour dire que tous ces signaux-là sont envoyés vraiment piquants. Dans son cours, vous entendez maintenant... Quand vous écoutez dans son cours, respire par le ventre, vous pouvez savoir le pourquoi, puis juste vraiment aller. Et quand on respire par le ventre, en fait, c'est pas juste de gonfler le ventre gros. C'est vraiment, on imagine, en fait, à partir de notre nombril, mettons un pouce plus bas, imaginez que vous avez une petite bille, que c'est là le centre de la respiration. Fait que quand on inspire, on essaye de gonfler petit à petit ces billes-là qui est au centre-là. Et ça, en fait, ça va amener que notre ventre, ça va se gonfler. Puis c'est jamais, quand on inspire, même quand on nous dit inspire de façon profonde, on remplit jamais nos poumons à 100%. C'est ça que je me demandais, est-ce que c'est possible de faire ça? C'est possible, mais tu peux te déchirer les poumons. Beaucoup, les gens qui pratiquent l'apnée, tu peux avoir des blessures, vraiment, si tu vas vraiment très profond, parce que ça déchire, c'est un muscle, et que ça peut déchirer si tu vas trop. Fait que même quand on dit on inspire profond, on remplit à maximum 90%. OK. Même quand on dit inspire plus, ou expire plus, encore plus. Il en reste tout le temps un petit peu. Puis même à l'expiration, même il y a différentes parties de l'inspiration, que c'est l'inspiration, que c'est le puraka qu'on appelle, l'expiration, que c'est reshaka. Puis en pranayama, on va utiliser beaucoup les kumbhaka. Oui, kumbhaka, que c'est les rétentions. C'est ma prochaine question. Les rétentions. Pourquoi les rétentions? Oui. Les rétentions, en fait, ils envoient une autre sorte de signal à notre système nerveux. Si on, grosso modo, si on fait une rétention d'un kumbhaka avec les poumons pleins, on est plus dans le système sympathique. Fait qu'on va être plus, mettons, si on est en train de faire une séquence dans laquelle notre intention, c'est d'être focus, d'amener notre attention, on va aller faire des rétentions plus avec les poumons pleins. Et quand on fait des kumbhaka avec les poumons vides, puis même les kumbhaka, il y a 3 sortes de kumbhaka, à poumon plein, à poumon neutre, puis à poumon vide. Poumon neutre, c'est quand juste on expire, mais on n'engage pas les muscles abdominaux. OK. On reste juste là, fait qu'il reste encore de l'air. Souvent, dans les séquences, on va faire ça. Ou si c'est vrai. Les poumons vides, ça, là, on engage vraiment nos muscles abdominaux pour aller comme vider, mais ça va être jamais vide, là, parce que c'est comme des petits suçons qui vont... Il y a toujours de l'air. Puis même, on peut avoir des rétentions comme pendant... On s'entraîne, mais on commence par des petites rétentions de 10 secondes quand on est à l'aise. Parce qu'en fait, ce qui est, en fait, avec les rétentions, c'est que beaucoup de gens, ça les stresse parce que tu sens que tu ne respires pas puis tu commences à paniquer. Ça envoie un message négatif. Au système nerveux. C'est ça. Fait que au final, on passe à côté de ce qu'on essaie de faire. C'est ça. Fait que c'est pas de
retenir le plus long possible. C'est vraiment quand tu commences à avoir des signaux, tu as envie de respirer, tu respires. Soit tu inspires ou tu expires selon où est ton kumbhaka. C'est au poumon plein ou poumon vide. Mais c'est ça. Puis quand on est au poumon vide, c'est plus une connexion avec le système parasympathique. Donc, on vient plus dans un état d'équanimité, d'équilibre, de calme. Fait que c'est ça les rétentions. C'est super intéressant. Dans une pratique d'asana, est-ce que c'est nécessairement comme... Parce que moi, les seules fois où j'ai fait des rétentions, c'est vraiment quand je me suis assise pour faire du pranayama. Dans une séquence de flow de vinyasa, est-ce que ça fait du sens aussi? Est-ce que tu le fais, toi? Est-ce que tu le pratiques? Ça, c'est juste quand, mettons, quand on va faire des kriyas, mettons que c'est comme vraiment... mais honnêtement, quand c'est un flow, moi, je conseille en fait de ne pas retenir, de vraiment avoir cette respiration, puis qu'il n'y ait pas de pause entre l'inspiration et l'expiration. Parce que des fois, les gens, ils vont faire une pause, puis mettons, quand ils font plus d'efforts, ils sont en train de retenir. Mais ça, ce n'est pas une rétention consciente, ce n'est pas une rétention avec une intention de OK, je retiens, j'envoie un message comme quoi je suis en sécurité, même si je ne respire pas. C'est correct. Là, c'est une... Oh my God, c'est forçant, je respire plus. Ça, c'est comme... Fait que non, dans les flows, je dirais vraiment... Un flux continu d'inspiration, d'expiration sans rétention. Puis dans les asanas, en fait, ce que j'aurais à recommander plus, c'est vraiment de synchroniser, revenir tout le temps à synchroniser ton rythme de respiration, l'inspiration, l'expiration, puis de faire tes mouvements en faisant tes inspirations, comme on les guide les profs. Là. Vraiment ça, à ton rythme. Des fois, peut-être que les profs ils guident trop vite ou trop lent, parce que peut-être que ton rythme, ton ratio de respiration, c'est peut-être 4 secondes pour inspirer. Mais fais-les à ton propre rythme. Prends peut-être 2 respirations pendant que les profs ils guident 1. Mais c'est vraiment de ramener toujours cette attention au souffle. Je pense que c'est Miguel qui disait dans ses cours votre guide, c'est la respiration. Moi, je fais juste vous caler des postures, quelque chose comme ça. Il y a une année, j'ai fait un de ses cours, puis il avait dit quelque chose comme ça. Puis j'étais comme, mais c'est tellement vrai, on veut tellement suivre le rythme des profs quand on nomme une posture, quand on nomme un enchaînement, alors que ce qu'on devrait suivre, c'est notre souffle, tu sais. Fait que je trouvais, quand il a nommé ça, c'est tellement important de le dire, parce que quand on pratique beaucoup, on finit par développer cette intelligence-là, mais des fois, l'énergie de la classe, ça va vite, tu veux suivre, alors que ce que tu devrais suivre, c'est ton souffle. Puis la dernière chose que j'aurais à dire à propos des kumbhaka, c'est aussi que quand on est comme dans les poumons vides, quand on retient avec les poumons pleins, excusez-moi, c'est qu'on va aider aussi à augmenter notre capacité pulmonaire. On fait que de plus en plus, avec les rétentions, on peut faire des rétentions un peu plus longues, plus longtemps. Et quand on retient au poumon vide, c'est plus un travail de détoxification qui s'est fait. Fait que c'est vraiment des fonctions différentes. C'est ce qu'on veut. Puis quand on pratique à la maison, c'est vraiment de juste être conscient de c'est quoi notre intention. Puis comme on disait, on commence souvent les cours en disant comme, OK, porte l'attention à ton état actuel, comment est-ce que tu arrives dans la classe. Mais mon invitation, c'est vraiment pour les gens de, plusieurs fois pendant la journée, de prendre conscience de cet état d'âme. Comment est-ce que tu es? Est-ce que tu es agité? Est-ce que ta respiration est saccadée? Est-ce que tu respires par la bouche? Est-ce que tu te sens un peu comme tu croches? Ou tu es comme plein d'énergie? Comment est-ce que tu te sens? Puis juste amener cette conscience. Et après, c'est le premier pas. Quand tu veux faire un changement, avant, il faut être conscient de c'est quoi tu veux changer. Fait que quand on veut commencer à installer une pratique de respiration consciente à la maison, mais c'est de savoir c'est quoi notre intention. Et après, on va faire des patterns de respiration qui vont appuyer cette intention qu'on a. Parce que des pranayamas, des exercices de respiration, il y en a comme vraiment, vraiment beaucoup, justement, dépendamment de c'est quoi l'intention. Mais ça, c'est comme une deuxième discussion. La première, c'est apprends à reconnaître comment tu te sens. Puis
pour ensuite décider qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, tu sais, mais pas juste comme « Ah, il faut que je fasse mon pranayama, je vais aller faire telle chose, alors que dans le fond, mais comment tu te sens, qu'est-ce que tu as de besoin, tu sais. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est un bon devoir à laisser aux gens à la maison de comme prendre conscience. Tantôt, je disais « Faites pause puis allez voir dans quelle narine vous respirez présentement », mais faites ça. Mais aussi, prenez des moments vraiment random dans la journée où vous prenez conscience de comment vous vous sentez. Puis ça, ben pour moi, ça passe presque toujours par le souffle. Des fois, il y a un scan dans mon corps. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des douleurs, de l'inconfort? Comment sont mes pensées? Mais souvent, tout ça, ça coïncide beaucoup avec comment est ma respiration. T'sais, les pensées défilent beaucoup moins quand j'ai une respiration qui est beaucoup plus consciente, approfondie, longue, alors que si je suis vraiment agitée mentalement, probablement que ma respiration aussi va l'être. Oui. Fait que le souffle, c'est un outil pour tout le reste. Oui, puis les devoirs pour tout le monde, ça va être quelque chose qui, avec le temps, devient automatique. C'est quand on se réveille puis qu'on ouvre les yeux. Moi, c'est devenu aussi une des choses qui est devenue automatique, vraiment comme dans ma vie, que même avant d'ouvrir les yeux, je sais que je suis réveillée. Je vais mettre ma main sur mon ventre, l'autre main sur mon cœur, puis je respire, je fais ma vague, coucher encore, avant de prendre le téléphone, avant de même m'élever, avant d'ouvrir les yeux, juste comme sentir, reconnecter avec cette respiration-là. Et les soirs aussi, quand je me couche comme en Shavasana dans mon lit. Après, même si je bouge pendant la nuit ou peu importe, mais là, c'est quand je me couche en Shavasana, puis je reconnecte avec cet état. Et donc oui, ça c'est... Je pense que c'est une belle première étape. Ben, peut-être deuxième étape. La première, c'est de venir dans les cours puis de prendre ce moment-là pour soi, justement, pour prendre conscience puis apprendre à respirer. Comme deuxième étape, de se lever le matin, puis la première chose qu'on fait, justement, c'est de prendre conscience. Puis la dernière chose qu'on fait, c'est de prendre conscience. Je trouve que c'est un beau devoir que tu nous laisses. Oui, c'est ça. Et si je peux me permettre aussi, j'aimerais parler juste de comment prendre soin parce qu'on parle depuis tantôt de la respiration, le nez et tout. Comment est-ce qu'on peut avoir une bonne hygiène de sa respiration? Et une des choses que je dirais, c'est déjà avoir l'habitude que si on s'attrape à respirer par la bouche, de revenir au nez. Aussi, il y a beaucoup de gens qui vont respirer pendant la nuit, pendant qu'on dort, par la bouche. Puis ça, on le sait parce que ça se peut qu'on ronfle, ça se peut aussi qu'on se lève puis on a envie tellement de boire 1 litre d'eau parce que la bouche est vraiment sèche et la gorge est comme irritée. Congestion, etc. Il y a plein de raisons pourquoi on aurait tendance à respirer par la bouche. Fait que ce qu'on fait, une des recommandations, on achète du petit tape à la pharmacie, là, pas du duct tape, mais comme un petit tape, juste, et on tape, vraiment, on met un petit tape ici, juste pour s'habituer à respirer par le nez. Et une autre chose aussi, c'est de tenir son environnement avec une certaine humidité parce que l'air qui est trop sec, c'est plus rushant pour le nez d'aller comme réhumidifier cet air-là. Donc, garder, surtout nous, l'hiver, avec les chauffages et tout, c'est un environnement très sec. Fait que de venir juste garder un œil sur l'environnement à la maison. Et quand on utilise des chandelles, dans l'encens, des huiles essentielles, juste utiliser les choses qui sont les plus naturelles possibles, qui a moins de... Tout ce qui a beaucoup trop de parfums, de fragrances et tout ça, c'est des choses archi-chimiques qui viennent... c'est plus dur pour notre nez de tout le temps purifier, de filtrer cet air-là. Puis la dernière chose que je dirais, c'est si vous êtes vraiment enthousiaste, de nettoyer le nez avec les netipotes. Moi, je le fais comme le matin avec l'eau saline. Ça, c'est la façon traditionnelle pour nettoyer un côté et l'autre. Sinon, il y a toujours
la version facile de la pharmacie, que c'est l'eau saline qu'on fait juste un push dans le nez le matin, un push de chaque côté. De chaque côté? Oui, de chaque côté. Puis juste pour faire nettoyer un peu notre... en même temps que moi, je le fais le matin quand je me brosse les dents. Ça est devenu que j'ai fait ça quand j'ai le temps de réchauffer mon eau, de faire comme il faut. Et j'ai fait les netipotes, mais quand je suis dans les roches, je le fais quand même la version rapide. Donc ça, c'est vraiment des choses qui nous aident à tenir une bonne hygiène de notre nez. Qui va faciliter tout le reste ensuite. Exact, exact. Fait que c'est ça. Oui, mais merci. Pour terminer, est-ce que tu aurais envie de parler un petit peu de tes prochains cours qui s'en viennent, pranayama et flow matinal? Oui. C'est les vendredis matins à 7h10. C'est une série de 8 cours qu'on essaye à l'automne. Puis jusqu'à présent, il y a eu deux vendredis. Ça s'est super bien passé. Il y a une super belle réponse de la clientèle. Fait que probablement le refaire cet hiver, mais parle-nous de tes thématiques, de comment tu construis ton cours, de c'est quoi un peu la formule pour que justement les gens puissent avoir une meilleure idée de ce qui se passe dans ce fameux cours pranayama et flow matinal. Oui, en fait, il y a tellement des patterns de respiration puis des façons d'approcher les pranayama que pour moi, c'était comme important des fois comme de la ramener plus dans la vie des gens. Fait que comment faire ça par des thématiques différentes. La première, c'était la base de la respiration, l'équilibre et l'équanimité. Les thématiques qui s'en viennent, c'est l'activation de l'énergie. La semaine prochaine, ça va être ça, comment activer. Fait que là, on va être plus dans les respirations de feu, vraiment Kapalabhati, Breath of Fire. Et aussi, on va parler, il y a une série que c'est sur comment activer plus son système digestif, tout son métabolisme, comment aussi utiliser la respiration avec les mouvements plus qu'avec les asanas aussi. Là. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et comment j'ai construit mes cours, mais moi j'ai une formation en Hatha, fait que je vais beaucoup avec des flows très de base, avec des postures de base. Et je suis en train de terminer ma formation en Kundalini, fait que des fois aussi je vais utiliser des mantras, des mantras, des mudras pour appuyer la pratique. Et la façon comme le cours est construit, c'est qu'on fait la moitié du cours sur un flow doux qui va appuyer la thématique de la journée et qui va préparer le corps pour les pranayama. Et la deuxième partie du cours, c'est la moitié vraiment du cours, c'est 20 minutes de respiration. On explore différents patterns et on termine par Shavasana, bien sûr, pour tout intégrer ça. Donc, c'est vraiment aller un peu comme on avait commencé avec les 8 branches, les 8 Ashtanga. C'est vraiment aller du corps plus physique, les asanas, pour diriger vers les corps plus subtils que c'est les pranayama pour amener à l'intégration de tout ça dans les corps subtils, que c'est avec les shavasana. Les shavasana, c'est cette posture d'intégration par excellence. Et donc, c'est comme ça qu'on fait. Et oui. Parfait. Bien, merci. Merci beaucoup pour ton temps, pour toute cette sagesse. J'en ai appris beaucoup. Puis je veux dire, j'ai été formée, là, puis j'en ai appris beaucoup. Fait que merci d'avoir pris le temps de jaser avec moi, puis de nous avoir expliqué un peu plus c'est quoi le cours que tu donnes le vendredi matin. Si jamais ça vous intéresse, inscrivez-vous dès maintenant. Il nous reste encore 6 séances, puis on refait la série, je vous l'annonce en primeur, on refait la série cet hiver. Puis il va probablement aussi avoir atelier sur pranayama, parce que là, on en a parlé pendant comme 45 minutes-ish, mais... On peut encore, j'ai encore 1000 questions dans ma tête, puis je suis sûre que tu pourras encore en parler pendant vraiment longtemps. Fait à suivre, tout ça à suivre. Merci beaucoup pour ton énergie, ta présence. Merci, puis à tout le monde qui viendra au studio. Je vous invite vraiment, si vous voulez reconnecter avec moi pour savoir plus, si vous savez la difficulté des fois, quand on est aussi au milieu de cours, on est des fois gêné de poser une question d'est-ce que je respire bien ou pas. Si vous sentez un malaise, si vous voulez approfondir ou qu'on révise votre technique de respiration,
venez me voir toujours. Vous pouvez me trouver sur Instagram, Unfolding Spirit. Et puis, on peut reconnecter. Tu pratiques souvent ici aussi. Où là. je suis souvent, presque tous les jours ici. Donc, juste me parler, puis je vais être contente. Puis oui, on fera des ateliers pour pouvoir entrer plus dans la théorie et dans la pratique en profondeur. Si jamais il y a des sujets que vous voulez aborder ou des questions que vous avez aussi, vous pouvez les laisser en commentaire de la vidéo. Là. Je pourrais les transmettre à Tania ou on pourra faire une autre vidéo, un autre podcast pour répondre à ces questions. Fait que merci beaucoup pour votre écoute. Puis on se revoit dans un autre épisode de Satya bientôt. Merci. Bye bye.